L'or change de camp au Burkina Faso, sans annonce spectaculaire. Des contrats miniers basculent, des audits systématiques avancent et des recettes records sont revendiquées malgré le scepticisme initial des marchés, les craintes de désinvestissement et l'idée persistante que la production pourrait vaciller. Que signifie ce virage pour vous aujourd'hui quand Ibrahim Traoré place la souveraineté au cœur des chiffres, des méthodes et des priorités publiques? En arrière-plan, le Sahel observe attentivement, prêt à imiter, tester ou contester une méthode présentée comme reproductible et politiquement décisive dans les mois à venir. Cette analyse promet une chose précise: comprendre ce que ce tournant minier change réellement, au-delà des annonces et des chiffres mis en avant. Pour vous, l'enjeu est simple, savoir si ce modèle renforce durablement l'État ou s'il crée de nouvelles fragilités. Le débat ne se limite pas à l'or, ni même à l'économie. Il touche à la capacité d'un pays à reprendre la main sur une ressource stratégique sans rompre les équilibres dont il dépend encore. Chaque décision engage des effets en chaîne. Crédibilité budgétaire, confiance des investisseurs, attentes d'idées sociales et positionnement régional. Ce récit ne cherche ni à célébrer, ni à condamner. Il pose des jalons. Que valent des recettes records si elles ne se traduisent pas en services publics visibles? Jusqu'où peut aller une réforme administrative avant de devenir un test politique? Et comment mesurer la différence entre un signal conjoncturel et une inflexion structurelle? En suivant pas à pas la méthode mise en œuvre sous Ibrahim Traoré, l'objectif est de distinguer ce qui relève de la stratégie durable de ce qui tient encore de l'équilibre précaire. C'est dans cet écart que se joue la portée réelle de l'expérience burkinabé. En quelques mois, un chiffre a surpris les observateurs. 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or ont été revendiquées sur une seule année. Dans le même temps, la production déclarée n'a pas chuté, restant stable avant d'être annoncée en hausse l'année suivante, contredisant les prévisions les plus pessimistes. Cette mini-révélation sert de point d'entrée. Elle ne prouve pas à elle seule une transformation définitive, mais elle impose une question immédiate. Comment un secteur réputé rigide a-t-il pu produire un tel signal sans effondrement visible? Sous Ibrahim Traoré, la réponse officielle ne tient pas à un miracle des cours mondiaux, mais à un changement de méthode. L'or n'est plus traité comme un flux automatique d'exportation, mais comme une chaîne à contrôler, étape par étape. Pendant des décennies, le schéma était stable. Des concessions accordées à des entreprises étrangères, des volumes exportés massivement et des retombées locales limitées. La valeur quittait le territoire plus vite qu'elle n'y restait, laissant à l'État une marge budgétaire réduite et une dépendance structurelle aux financements extérieurs. La réforme n'a pas pris la forme d'un affrontement spectaculaire. Elle s'est déployée à travers des décisions administratives et comptables, souvent discrètes, mais cumulatives. La nationalisation partielle des mines a constitué le premier déplacement. Elle n'a pas fermé le secteur, mais a redéfini les termes du contrat, en augmentant la part captée par l'État et en imposant des audits systématiques. Ces audits ont mis en lumière des volumes sous-déclarés et des coûts gonflés, ouvrant la voie à la récupération d'arriérés fiscaux présentés comme substantiels. Dans cette logique, compter différemment devient un acte politique. Le contexte régional renforce la portée du geste. Dans un Sahel marqué par l'instabilité sécuritaire et les pressions extérieures, reprendre la main sur un secteur clé est à la fois risqué et stratégique. La réforme ne se limite plus à une correction interne, elle devient un test. Ces chiffres marquent-ils un simple pic conjoncturel ou signalent-ils un basculement durable du rapport de force? Le premier personnage repère n'est pas une figure individuelle, mais l'administration elle-même. Longtemps perçue comme faible face aux multinationales, elle change de posture avec le lancement d'audits miniers ciblés. Des équipes locales sont chargées d'examiner concessions, volumes déclarés et régimes fiscaux. L'effet immédiat n'est pas une explosion de la production, mais un déplacement du rapport de force. L'État se présente désormais comme arbitre actif, capable de vérifier, contester et corriger. Un second cas éclaire l'impact précoce sur le terrain.
Dans plusieurs zones rurales, des projets d'extraction de plus petite échelle, soutenus par l'État, sont mis en avant comme relais de croissance locale. Ils ne rivalisent pas avec les grandes exploitations industrielles, mais servent de vitrine politique. Des emplois sont annoncés, des recettes fiscales deviennent identifiables, et le lien entre extraction et services publics est explicitement revendiqué. Ces initiatives restent limitées, mais elles matérialisent la promesse d'une redistribution plus visible. Ces deux trajectoires dessinent une même logique. Plutôt qu'un choc frontal avec les acteurs étrangers, la réforme privilégie des leviers administratifs et comptables, les audits, la récupération d'arriérés fiscaux et la redéfinition contractuelle sont conçus pour produire des effets rapides sans rupture brutale. Cette méthode explique pourquoi les premiers mois livrent surtout des signaux, plus que des transformations structurelles achevées. L'impact précoce demeure ambigu. D'un côté, des chiffres et des contrôles qui renforcent la crédibilité de l'État. De l'autre, une dépendance persistante à un secteur unique et des résultats encore fragiles. Le cœur de l'enjeu tient en peu de mots. Avant la rupture, la trajectoire semblait figée. L'or quittait le pays. Les contrats tenaient sur des équilibres anciens. Les retombées locales restaient limitées et la souveraineté économique demeurait un principe plus qu'une réalité mesurable. Le secteur minier fonctionnait selon une logique héritée. Concessions longues, contrôle faible, dépendance aux acteurs extérieurs et faible capacité de correction de la part de l'État. Puis vient le déclencheur. Une décision politique assume un changement de méthode. La nationalisation partielle des principales mines est annoncée, non comme une fermeture, mais comme une reprise partielle du contrôle. Sous Ibrahim Traoré, le message est précis. Il ne s'agit pas d'expulser, mais de renégocier. L'or doit cesser d'être uniquement un produit d'exportation et devenir un levier de souveraineté. La réforme était présentée comme une correction structurelle, pas comme un geste idéologique. L'étape suivante est l'accélération. Des audits nationaux des concessions minières sont lancés. Ils ciblent les volumes déclarés, les coûts d'exploitation et les régimes fiscaux appliqués. Ce travail, technique et peu visible, agit comme un révélateur. Des écarts de prêts apparaissent, des sous-déclarations sont identifiées, des arriérés fiscaux sont mis au jour. La dynamique change de nature. Elle ne se limite plus à un discours politique, elle produit des lignes de compte et des corrections chiffrées. Le point culminant survient avec l'annonce des recettes. Les exportations d'or sont revendiquées à un niveau inédit, culminant à 18 milliards de dollars sur une année. Ce chiffre est utilisé comme preuve d'un basculement. Il sert aussi de signal adressé au marché, car en parallèle, les réactions extérieures se durcissent. Des analystes évoquent un risque de désinvestissement. Des entreprises expriment des inquiétudes liées à l'incertitude contractuelle. L'idée d'un choc sur la production circule. C'est ici que la séquence prend un tournant décisif. Malgré les craintes, la production déclarée ne s'effondre pas. Elle reste stable, dans un premier temps. Cette stabilité devient un argument central. Elle permet de soutenir que la reprise de contrôle n'a pas paralysé l'activité. L'année suivante, une hausse est même annoncée, avec une production revendiquée à 70 tonnes, soit une progression significative. Ce résultat est présenté comme la conséquence directe d'une meilleure supervision et d'une réduction des volumes sous-déclarés. Les répliques s'enchaînent alors. Le discours officiel insiste sur la réaffectation des revenus récupérés. Santé, éducation et infrastructures sont mises en avant comme bénéficiaires prioritaires. Dans les zones rurales, des projets d'extraction de plus petite échelle, soutenus par l'État, sont cités comme créateurs d'emplois et comme preuve d'un ancrage local renforcé. La réforme cherche ainsi à montrer qu'elle dépasse les tableaux financiers. Enfin, l'onde de choc s'élargit. Le modèle attire l'attention au-delà des frontières. Dans le Sahel, plusieurs pays observent cette expérience comme une option possible. La question cesse d'être strictement nationale, elle devient régionale, voire géopolitique. Si l'or devient un levier, la méthode peut-elle se diffuser sans provoquer de nouvelles tensions ? Sous Ibrahim Traoré, cette séquence est racontée comme un enchaînement maîtrisé. Activation, montée en puissance, puis stabilisation. Reste à savoir si cette dynamique peut tenir dans la durée ou si elle n'est qu'un moment d'équilibre fragile entre ambition et contrainte. La base de départ
est clair. Avant la réforme, le secteur aurifère reposait sur une production déclarée jugée stable, mais sur des recettes publiques limitées et difficiles à vérifier. Les volumes exportés existaient, mais la part réellement captée par l'État restait incertaine, diluée dans des régimes fiscaux complexes et des contrôles fragmentés. Cette situation constituait le point zéro à partir duquel toute comparaison devait être faite. Le premier delta mis en avant concerne les recettes. L'annonce de 18 milliards de dollars issus des exportations d'or sur une année marque une rupture symbolique et budgétaire. Ce chiffre n'est pas présenté comme le simple produit d'une hausse des cours mondiaux, mais comme le résultat d'un changement de méthode. Selon les autorités, l'écart provient d'audits fiscaux, de la révision des contrats et de la récupération d'arriérés longtemps ignorés. Autrement dit, compter différemment aurait produit un résultat différent. Cette lecture transforme un montant brut en argument politique. Le deuxième indicateur porte sur la production physique. Le scénario redouté était celui d'un effondrement rapide après la nationalisation partielle. La base observée contredit cette crainte. La production déclarée reste d'abord stable, malgré les tensions contractuelles et le scepticisme des marchés. Ce maintien devient un seuil critique. Il permet d'affirmer que la reprise de contrôle n'a pas paralysé l'activité. Le delta intervient l'année suivante, avec une production annoncée à 70 tonnes, soit une hausse de 20%. Cette progression est interprétée comme la conséquence d'une meilleure supervision et d'une réduction des volumes sous-déclarés, plutôt que comme une augmentation purement technique de l'extraction. Le troisième chiffre concerne l'usage interne des ressources. La base correspond à un financement public fortement dépendant de l'aide extérieure. Le delta avancé est une augmentation de 15% des investissements dans les infrastructures locales évoquées par la Banque centrale. Ce pourcentage est utilisé pour montrer que les recettes minières commencent à être redirigées vers des projets nationaux. L'argument n'est pas seulement quantitatif. Il vise à établir un lien de causalité entre récupération fiscale et capacité d'investissement public. Ces trois indicateurs ne valent donc pas isolément. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire. Les défenseurs de la réforme soulignent que la stabilité immédiate de la production constituait déjà un succès. Compte tenu du contexte sécuritaire et politique, la hausse ultérieure est présentée comme un signal de continuité, non comme un exploit ponctuel. Les critiques, eux, rappellent que ces chiffres sont récents et que leur consolidation demandera du temps. Ils soulignent aussi que des annonces chiffrées ne suffisent pas à garantir une transformation durable. Sous Ibrahim Traoré, la réponse officielle repose sur l'idée de crédibilité progressive. Les chiffres sont utilisés comme instrument de démonstration, mais aussi comme test. Ils doivent résister à l'épreuve du temps, aux audits répétés et aux pressions extérieures. La réforme se mesure donc moins à l'ampleur d'un record qu'à la capacité de maintenir des écarts observables entre l'avant et l'après. La question centrale reste ouverte. Ces deltas annoncent-ils une nouvelle normalité ou seulement une parenthèse favorable dans un environnement encore instable ? Les critiques de cette stratégie avancent d'abord un argument central, l'incertitude pour l'investissement étranger. Selon eux, la nationalisation partielle des mines et la renégociation des contrats créent un climat juridique instable. Dans un secteur à forte intensité capitalistique, cette instabilité suffirait à dissuader les multinationales, à ralentir les flux d'investissement directs et, à terme, à fragiliser l'économie nationale. Certains observateurs citent des signaux de prudence émis par des acteurs internationaux comme preuve que la confiance des marchés reste conditionnée à la stabilité des règles du jeu. Un second argument concerne les capacités internes de l'État. Les opposants estiment que la gestion d'un secteur minier complexe exige des compétences techniques, financières et juridiques difficiles à réunir rapidement. Ils soulignent les risques de mauvaise allocation des ressources, de politisation des décisions et de corruption. Dans cette lecture, reprendre le contrôle ne garantit pas une meilleure efficacité. Au contraire, cela pourrait accroître les dysfonctionnements dans un contexte déjà marqué par des tensions sécuritaires et institutionnelles. Ces deux critiques méritent d'être examinées sans caricature.
Elle pointe des fragilités réelles, souvent observées dans d'autres expériences de reprise de contrôle des ressources. Pourtant, la réponse avancée par les autorités s'appuie sur les données issues des réformes elles-mêmes. Premièrement, la crainte d'un effondrement immédiat de l'investissement ne s'est pas traduite, à ce stade, par une chute brutale de la production. La stabilité initiale est utilisée pour soutenir que le secteur peut fonctionner sous des règles plus contraignantes. Deuxièmement, la question des capacités est retournée par l'usage des audits. Ceux-ci ont permis d'identifier des sous-déclarations et des écarts fiscaux, montrant que l'administration disposait d'une capacité de diagnostic souvent sous-estimée. Les défenseurs de la réforme affirment que la compétence institutionnelle se construit par l'exercice du contrôle, et non par sa délégation permanente. Dans cette perspective, la nationalisation partielle agit comme un apprentissage accéléré. Sous Ibrahim Traoré, la réponse officielle ne nie donc pas les risques, elle les intègre comme des coûts de transition. Le cœur du débat n'oppose pas souveraineté et efficacité, mais deux conceptions du risque économique, celui de dépendre durablement de règles imposées de l'extérieur, ou celui d'assumer une phase d'incertitude pour reprendre la main. La question demeure ouverte, le centre de gravité se déplace. Jusqu'ici, le débat portait surtout sur des chiffres, des audits et des contrats. À mi-parcours, un changement plus discret modifie la lecture. La réforme cesse d'être uniquement nationale pour devenir un signal régional. Ce glissement n'est pas spectaculaire, mais il est stratégique. Il repose sur une idée simple, une souveraineté économique n'est crédible que si elle peut être observée, puis imitée. Sous Ibrahim Traoré, ce basculement apparaît lorsque les résultats annoncés sont présentés non comme des exceptions liées au contexte burkinabé, mais comme une méthode transférable. La nationalisation partielle, les audits fiscaux et la stabilité de la production forment désormais un ensemble cohérent. Le message implicite est clair, ce qui a fonctionné ici pourrait fonctionner ailleurs dans des économies minières aux structures comparables. Ce changement de focale transforme aussi les réactions extérieures. Les partenaires internationaux ne regardent plus seulement un pays, mais la possibilité d'un précédent. Dans le Sahel, où les ressources extractives jouent un rôle central, l'expérience est observée comme une option politique potentielle. Le Mali et le Niger sont souvent cités comme terrain d'écho. À partir de ce point, la question dépasse l'économie. Elle devient géopolitique. Si l'or sert de levier, sa maîtrise peut redessiner des rapports de force régionaux, bien au-delà des sites miniers eux-mêmes. Les effets de cette politique se lisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est dans cette diversité que sa portée réelle apparaît. Pour l'État, l'impact est d'abord budgétaire et symbolique. Les recettes annoncées issues bas de de l'or, culminant à 18 milliards de dollars sur une année, sont présentées comme un tournant dans la capacité de financement public. Elles servent à réduire certaines tensions budgétaires, à renforcer la crédibilité des administrations et à justifier une réorientation des priorités nationales. L'État se met en scène comme gestionnaire actif, capable de transformer une ressource naturelle en instrument de politique publique. Cette posture accroît son autorité interne, mais elle augmente aussi les attentes et l'exposition aux pressions extérieures. Pour les entreprises, le paysage se recompose. Les multinationales minières évoluent désormais dans un cadre plus exigeant, marqué par des audits systématiques et une renégociation des règles du jeu. Certaines y voient une source d'incertitude juridique, d'autres une clarification tardive. En parallèle, des acteurs économiques locaux gagnent en visibilité. Des entreprises burkinabées et régionales, longtemps marginalisées, sont mises en avant comme partenaires potentiels. Cette évolution ne signifie pas l'éviction du capital étranger, mais un rééquilibrage progressif, où la rentabilité s'accompagne d'exigences accrues de transparence et de conformité fiscale. Pour les citoyens, les effets sont plus graduels. Les autorités établissent un lien direct entre la récupération d'arriérés fiscaux et le financement de services publics. Santé, éducation et infrastructures sont régulièrement cités comme destination prioritaire des revenus miniers. Dans certaines zones rurales, des projets d'extraction de plus petite échelle soutenus par l'État sont associés à la création d'emplois et à une dynamisation locale. Ces bénéfices restent inégaux et souvent difficiles à mesurer au quotidien, mais ils constituent
des repères concrets pour juger la crédibilité du discours officiel. Pour la région, enfin, l'impact dépasse le cadre économique. Le Burkina Faso devient un point de référence dans un Sahel en quête de modèles alternatifs. Le Mali et le Niger observent attentivement cette expérience, y voyant la possibilité d'une reprise collective du contrôle des ressources. Cette émulation potentielle nourrit à la fois des espoirs et des tensions. Si plusieurs pays adoptent des stratégies similaires, les rapports avec les anciens partenaires économiques et certaines institutions internationales pourraient être redéfinis à l'échelle régionale. Sous Ibrahim Traoré, ces conséquences sont intégrées dans un récit cohérent. L'or n'est plus seulement une source de revenus, il devient un vecteur de recomposition sociale et politique. Les chiffres servent de point d'appui, mais la véritable épreuve se situe ailleurs. La question décisive est celle de la transformation. Ces effets, aujourd'hui, mesurés et localisés, peuvent-ils s'amplifier sans créer de nouveaux déséquilibres économiques ou sociaux ? C'est à cette condition que la réforme pourra prétendre dépasser le stade du signal et s'inscrire dans la durée. 3 trajectoires de plausibles se dessinent pour les prochains mois, chacune reposant sur des conditions distinctes plutôt que sur des certitudes. Elles ne prédisent donc pas l'avenir, elles encadrent des choix. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise. Si les audits se poursuivent sans accélération majeure, et si les règles restent cohérentes, les recettes issues de l'or demeureraient élevées sans nouvelle flambée. La production se maintiendrait à un niveau comparable à celui annoncé et les relations avec les investisseurs étrangers resteraient prudentes mais fonctionnelles. L'État consoliderait ses mécanismes de contrôle sans transformer en profondeur la structure économique. Ce scénario suppose une pression internationale contenue et une gouvernance interne suffisamment lisible pour éviter les ruptures. Le résultat serait un nouvel équilibre, ni triomphal ni déstabilisant. Dans un scénario optimiste, la crédibilité s'étend et se renforce. Si les chiffres résistent au temps et si la production continue de progresser, la réforme pourrait entrer dans une phase d'expansion maîtrisée. Les revenus miniers alimenteraient davantage les infrastructures et stimuleraient des investissements locaux et régionaux. La souveraineté économique deviendrait alors un facteur d'attractivité et non de méfiance. Les partenariats se diversifieraient, avec un poids accru des acteurs régionaux. Si des pays voisins s'engagent dans des démarches similaires, une dynamique collective pourrait émerger au Sahel, renforçant le pouvoir de négociation face aux partenaires extérieurs. Dans un scénario pessimiste, les tensions prennent le dessus. Si des pressions géopolitiques s'intensifient ou si des mesures coercitives apparaissent, l'environnement pourrait se durcir rapidement. La baisse des investissements et les contraintes logistiques pèseraient sur la production et sur les finances publiques. Les recettes exceptionnelles deviendraient difficiles à maintenir, et la réforme serait accusée d'avoir accru la vulnérabilité économique. Dans ce contexte, la tentation d'un ajustement rapide, voire d'un recul partiel, pourrait s'imposer. Ces scénarios ont un point commun. Ils dépendent moins d'un chiffre isolé que de la capacité à tenir une méthode. Penser en condition devient la recommandation centrale. Si les leviers internes sont consolidés et si les alliances régionales se renforcent, la trajectoire peut rester ascendante. Sinon, le coût de la souveraineté pourrait dépasser ses bénéfices attendus. À ce stade, la réforme cesse d'être abstraite et commence à toucher des cercles précis de la société, chacun avec des attentes différentes et des marges de manœuvre inégales. Pour une première catégorie, notamment les travailleurs des zones rurales liées à l'exploitation minière, l'enjeu principal est l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets soutenus par l'État et la mise en avant d'acteurs locaux sont présentés comme des opportunités nouvelles. S'ils se maintiennent, ils peuvent offrir des perspectives là où les grandes exploitations industrielles laissaient peu de place aux économies locales. Ces effets restent toutefois fragiles, dépendant de la continuité des financements et de la sécurité sur le terrain. Pour un second groupe, composé d'entrepreneurs et de cadres du secteur public, la réforme est avant tout une question de règles. La multiplication des audits et la clarification des cadres fiscaux modifient les habitudes de travail. Certains y voient une contrainte supplémentaire, d'autres
une chance de fonctionner dans un environnement plus lisible. Dans cette optique, la crédibilité de l'État devient un facteur clé. Si les règles sont appliquées de manière cohérente, la prévisibilité peut progressivement remplacer la méfiance. Pour un troisième groupe, plus large, celui des citoyens urbains et des jeunes, l'impact est surtout symbolique. La récupération des ressources et le discours sur la souveraineté nourrissent une attente de justice économique et de redistribution. L'or devient un marqueur de dignité nationale. Mais cette dimension symbolique appelle des preuves concrètes. Si les services publics ne s'améliorent pas de façon perceptible, le récit risque de perdre de sa force. À l'échelle individuelle, l'espace d'action reste limité, mais réel. S'informer, suivre l'usage des recettes publiques et soutenir des initiatives locales sont présentés comme des leviers modestes mais cumulables. La réforme n'impose pas une adhésion totale. Elle invite à une vigilance active, fondée sur l'observation des résultats plutôt que sur la seule force du discours. Pour que la réforme dépasse le stade de l'impulsion initiale, une séquence opérationnelle claire est mise en avant, articulée autour de responsabilités identifiées et d'indicateurs vérifiables. La première étape consiste à consolider le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers et systématiques avec des équipes dédiées et des calendriers publics. L'objectif est double, prévenir le retour des sous-déclarations et installer une routine de transparence. Sous Ibrahim Traoré, cette phase est présentée comme prioritaire car elle conditionne la crédibilité de l'ensemble. Le critère de réussite est simple, des écarts fiscaux détectés plus tôt et corrigés plus rapidement. La deuxième étape vise à sécuriser l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'or sont censées être fléchées vers des postes précis, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Cette étape suppose des mécanismes de suivi budgétaire clairs avec des rapports périodiques accessibles. La question centrale n'est pas seulement le montant collecté, mais la traçabilité entre recettes minières et projets financés. L'indicateur clé devient la capacité à relier chaque flux à un usage mesurable dans le temps. La troisième étape porte sur le renforcement des capacités internes. Gérer un secteur minier complexe exige des compétences techniques, juridiques et financières. Le plan met donc l'accent sur la formation d'agents publics et la stabilisation des équipes administratives. Ici, la mesure du succès repose sur la continuité. Moins de ruptures institutionnelles et une montée progressive en expertise locale. Vient ensuite l'élargissement des partenariats sans renoncer au contrôle. L'État cherche à diversifier ses alliances en donnant plus de place aux acteurs régionaux et locaux. Cette ouverture encadrée vise à réduire la dépendance à un nombre limité de multinationales. Le critère d'évaluation est la diversité des partenariats, plutôt que leur volume brut. Enfin, la réforme doit être inscrite dans la durée politique. Si les règles survivent aux conjonctures et aux pressions, la souveraineté économique cesse d'être un slogan et devient une pratique administrative durable. La boucle se referme sur les mêmes lieux évoqués plus tôt, des sites miniers longtemps perçus comme lointains, presque abstraits et désormais chargés d'une valeur symbolique nouvelle. Ce sont ces concessions auditées, ces chiffres recomptés et ces projets locaux mis en avant qui rappellent la promesse initiale. Le motif revient sans emphase. Transformer une ressource invisible en fondation politique tangible. Sous Ibrahim Traoré, cette transformation n'est pas racontée comme une victoire finale. Elle est présentée comme un déplacement durable du regard. L'or n'est plus seulement évalué à l'exportation, il est intégré dans un récit de capacité d'action et de dignité nationale. Cette narration explique pourquoi les chiffres, même impressionnants, ne suffisent jamais seuls. Ils doivent s'inscrire dans des pratiques répétées, compréhensibles et observables. L'émotion naît précisément de cette tension. D'un côté, l'espoir d'un État qui reprend la main sur son destin économique. De l'autre, la conscience que cette reprise reste fragile, exposée aux pressions extérieures et aux limites internes. Le récit ne promet pas l'irréversibilité, il souligne la responsabilité collective de maintenir le cap. La phrase qui s'impose alors est courte, sans emphase inutile. La souveraineté se construit, elle ne se proclame pas. Cette trajectoire n'appelle ni adhésion automatique ni rejet réflexe.
Elle invite à observer, comparer et juger dans le temps. Le cas burkinabé dépasse les tableaux financiers et les débats techniques. Il pose une question plus large, presque universelle. Jusqu'où un État peut-il aller pour reprendre le contrôle de ses richesses sans rompre les équilibres dont il dépend encore ? Suivre cette expérience, c'est accepter une part d'incertitude. Les chiffres peuvent impressionner, les méthodes peuvent convaincre, mais la cohérence se mesure sur la durée. Transparence réelle, usage effectif des recettes, amélioration perceptible des services publics. Ce sont ces signaux concrets qui diront si la réforme s'enracine ou s'essouffle. Rien n'est joué à l'avance, et c'est précisément ce qui rend le débat nécessaire. Pour le public, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais de rester attentif. Comprendre comment une ressource stratégique est redéfinie, à quelles conditions elle peut servir l'intérêt général et quels compromis elle exige. Ce regard critique est une forme de participation civique. La discussion ne se ferme pas ici. Elle commence à peine à mesure que les effets se déploient et que les choix se précisent. Selon vous, ce type de modèle peut-il réellement s'inscrire dans la durée sans perdre sa cohérence ?